Qu'est-ce que l'écologie à la française? Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron, il était dimanche soir sur TF1 et France Télévisions. Il y a un chemin d'écologie à la française qui est une écologie de progrès. D'abord, je veux dire aux Françaises et aux Français, on a fait la moitié du chemin. On a fait la moitié du chemin qu'on avait à faire. Et on l'a fait parce que ces 5 dernières années, on a réduit nos émissions de CO2 2 fois plus qu'on l'avait fait les 5 années d'avant. Et donc, vous le voyez, d'ici à 2030, il nous faut faire l'autre moitié du chemin. Simplement, il faut aller 2 fois plus vite. Alors, Véronique Reilsoult, cette écologie à la française, est-ce que les internautes sont sensibles à ce discours du président de la République ou est-ce qu'ils sont inquiets en se disant écologie, ça rime avec économie et même si ce n'est pas la bonne rime, c'est avec augmentation de taxes et d'impôts? Alors les Français, ils sont rangés dans plusieurs catégories, mais on va dire que globalement déjà, c'est un sujet qui les a un petit peu plus intéressés que les sénatoriales. Ce qui n'est pas très difficile vu le niveau. Pour vous donner une idée, on était plutôt aux alentours de 200 000 messages, donc déjà plus conséquent. Si on regarde les gens qui s'expriment et qui n'expriment pas d'idées politiques spécifiquement, ils ont plutôt raillé la notion d'écologie à la française, ils ont plutôt raillé la notion du moitié du chemin, en disant pas mal, moitié du chemin, mais c'était quoi le chemin? Et on avait un horizon qui était assez flou, donc voilà. Mais globalement, ils se réjouissent plutôt que ce sujet soit devenu un vrai sujet, en tout cas qu'il ait été abordé. Après, on s'aperçoit que si on commence à regarder dans les clivages et droite et gauche, il y a quelque chose qui est en train de monter, qui est ce qu'on appellerait du je m'en foutisme écologique versus le climato-sceptisme. C'est-à-dire qu'en fait, on ne trouve pas ça inintéressant, on ne conteste pas le fait qu'il faut faire quelque chose, mais l'impression que en fait, c'est un peu fatigant, qu'il y a d'autres pays qui ne font pas les mêmes efforts, que moi, à titre personnel, j'ai l'impression de faire déjà beaucoup et que dans le fond, la collectivité n'en fait pas tant que ça. Il y a beaucoup de débats autour des énergies et que ce sujet a été finalement pas tant abordé que ça, alors que pour les Français, c'est sans doute là le point le plus fort pour agir. Sachant que l'écologie, quand on regarde les sujets de préoccupation des Français, le premier, c'est, on en parlera, les finances, le pouvoir d'achat et l'économie. Le deuxième, c'est la santé, qui est rarement abordée par les politiques, mais est un vrai sujet de préoccupation. Et le troisième, c'est l'écologie. Même si derrière arrive assez rapidement l'éducation aussi, mais l'écologie est un vrai sujet. Et si vous regardez sur les jeunes, c'est même le premier sujet, même devant le pouvoir d'achat, même si souvent les deux sont liés. Mais voilà, donc oui, ils se réjouissent du fait qu'il ait abordé ce sujet. L'écologie à la française, surtout chez les jeunes et chez les écolos, ça fait beaucoup rire. Et ensuite, la question du financement arrive relativement rapidement, mais autour du comment, du combien et du qui. Mais le fait qu'on ait besoin de financement n'est pas forcément fondamentalement critiqué ou craint. C'est une obligation, il faut faire quelque chose. Oui, ils l'ont intégré. C'est intégré et c'est même un sujet de préoccupation. Donc quand on est préoccupé par quelque chose, on est parfois prêt à payer, si ce n'est que la notion d'écologie punitive passe mal. Et que, de nouveau, tous les sujets autour de l'énergie, de l'essence, de la voiture, c'est un vrai point de crispation, en particulier pour les Français qui sont obligés de se servir de leur voiture et qui ont l'impression d'être constamment stigmatisés. Et on revient à l'histoire des Gilets jaunes aussi, qui est, on me dit que je n'ai pas le droit d'homme, mais en même temps, je n'ai pas le choix. Changer de voiture, c'est compliqué. Il n'y a pas toujours des transports. Dans une famille qui vit en province, souvent, il faut 2 voitures parce que c'est compliqué. Enfin, voilà, donc le principe de réalité qui s'invite dans le débat. Très bien. Alors, du coup, vous avez abordé les 2 sujets qu'on va aborder avec Claudia Cohen et Paul Lobachet, parce que c'est évidemment les sujets fondamentaux. Ce n'est pas tout de faire un plan, c'est aussi la question du financement. Et Véronique Reilsoult l'a dit, voilà, ça inquiète les gens. Claudia Cohen, vous aussi, ça vous a inquiété que vous avez entendu le plan dévoilé par Emmanuel Macron et qu'on se pose la question, mais finalement, il a pas précisé les modalités de financement de tous ces milliards qui sont engagés. Il y a plein de choses qu'il n'a pas précisées. Déjà, ce qu'on peut dire quand même, c'est que le message principal qu'a voulu faire comprendre Emmanuel Macron, c'était que la France ne basculerait pas dans une économie de décroissance pour la transition écologique. Et ça, c'est très important parce que ce que vous disiez, Véronique, sur l'idée, au fond, les gens, je pense, qui ont regardé ce discours, se sont demandé, mais qu'est-ce que ça va changer, en fait, dans ma vie? On nous parle d'un défi écologique, on nous dit qu'on est à la moitié
moitié déjà, à quelle moitié? Et ensuite, qu'est-ce que ça va changer? Et quand vous écoutez son discours, en fait, ça n'a pas l'air de changer grand-chose. Vous avez parlé d'écologie punitive, mais en fait, par exemple, il n'y a aucun, ce qu'on va appeler mécanisme de marché qui a été évoqué par Emmanuel Macron, c'est-à-dire pas une seule fois, Emmanuel Macron a dit qu'on allait peut-être essayer d'augmenter les prix des billets d'avion, qu'on allait peut-être essayer d'augmenter certaines choses qui sont considérées non vertueuses pour l'environnement. Donc on a du mal à comprendre, moi je trouve, avant le financement, on a du mal à comprendre quelles sont les intentions réelles de ce plan. Ensuite, sur le plan, il a parlé d'une volonté d'avoir des prix de l'énergie et de l'électricité stabilisés, mais il n'a absolument pas expliqué comment. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a Bruno Le Maire, ces derniers jours, la Première ministre Elisabeth Borne, qui ont sorti quelques idées du chapeau pour expliquer qu'on allait vendre maintenant de l'essence à perte. Ils se sont pris le bronca de tous les économistes, mais aussi des entreprises. Donc déjà, garantir les prix de l'énergie et de l'électricité, on n'explique pas comment on fait. Et pour l'instant, excusez-moi, mais il n'y a pas l'air d'avoir de solutions très concrètes. Et ensuite, sur le financement, alors ce qu'on peut dire déjà, on va en parler tout à l'heure, mais dans le budget 2024 qui est prévu, qui sera présenté demain et ensuite débattu durant de nombreux jours, il y a déjà une enveloppe de 10 milliards d'euros qui est prévue, dont 7 milliards qui seraient dépensés rien que sur l'année 2024. Donc c'est une première façon d'aller chercher de l'argent. Ensuite, une autre façon d'aller chercher de l'argent, c'est d'essayer d'aller prendre quelques niches fiscales. Alors là, il y a une niche fiscale, par exemple, qui va concerner des avantages qu'on donnait sur, par exemple, le gaz non routier. Donc on va aller chercher quelques éléments à droite, à gauche. Mais la vérité, c'est que hier, aucun chiffre n'a été donné. Et aussi, on le rappelle, il y a un rapport qui a été commandé par la Première ministre, qui est un rapport de l'économiste Pisani-Ferry, qui dit, alors il y a un chiffre énorme qui est avancé, mais il faut quand même le souligner, qu'il faudrait 33 milliards d'euros supplémentaires chaque année, à partir donc de l'année prochaine, si jamais on voulait être à la hauteur des enjeux. Donc déjà, on n'a pas forcément eu d'explication du gouvernement sur ces 33 milliards. Je ne dis pas que le chiffre devrait être la règle, mais en tout cas, c'est un chiffre qui a été donné sur un rapport commandé. On a du mal à comprendre d'où viendrait l'argent, et on va peut-être l'évoquer tout à l'heure. Effectivement. Voilà. C'est une autre partie, mais Guillaume Tabar, on voit bien que le président, il est comme un équilibriste, finalement, sur une corde raide. Il voit que les Français, d'un côté, ne veulent pas forcément payer plus, n'ont peut-être pas les moyens, s'inquiètent. Et en même temps, il doit dégager de l'argent pour tous ces projets, parce que, comme l'a dit Jean Pisani-Ferry, c'est 33 milliards par an. Oui, bien sûr. Il faut bien voir quand même que psychologiquement, la question de l'inflation est quelque chose qui pèse dans l'esprit des Français, dans l'esprit de chacun d'entre nous, parce que c'est pas tellement qu'on sait que ça va coûter plus cher, mais c'est qu'on ne sait pas jusqu'où ça va s'arrêter. C'est-à-dire qu'on ça fait quand même plusieurs mois que différents ministres disent ça y est, on a atteint le pic de l'inflation, et qu'on voit que le pic il est toujours pas atteint. Alors peut-être qu'il l'est maintenant, je ne sais pas, mais toujours est-il que ça continue, et que de manière un peu structurelle maintenant, on a le sentiment que on est dans une période d'inflation un peu forte. Donc ça crée une vraie inquiétude. Et je pense que c'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron a fait ce choix, que je persiste à trouver périlleux, de précéder cette présentation de sa planification écologique, de cette émission faite dimanche soir, avec cette annonce sur le carburant. Périlleux parce que d'abord, outre que la mesure est peut-être pas compréhensible immédiatement, que tout le monde se dit est-ce que j'y aurai droit, et puis comment ça va marcher, etc. Et puis surtout, en termes médiatiques, faire un 20h devant 10 millions de Français, et ensuite faire une sorte de débrief, car c'était ça, en milieu d'après-midi, en restant à la table de la réunion interministérielle, ça n'a pas le même impact. Donc c'est bon. Donc quelque part, il a, j'ose pas dire tué, mais pollué ses propres annonces par cette émission. Mais je pense que s'il l'a fait, c'est qu'il s'est dit que s'il ne frappait pas d'abord un coup un peu fort sur la question du pouvoir d'achat,
tout ce qu'il allait pouvoir dire ensuite allait être inaudible. Alors ça, c'est le premier volet, puis le second volet, c'est... le sucré avant le salé, finalement, pour les Français. Non, puis et après, l'autre versant, ce qui montre qu'on est vraiment au carrefour de plein de contradictions, c'est que tous ces grands projets, parce qu'il y a du contenu, hein, comme dans ce que tu as annoncé hier, entre le million de voitures électriques produites par année, entre les 13 RER métropolitains, bon, tout ça, c'est colossal, c'est structurant. Ça montre qu'un projet écologique peut être en même temps un projet industriel, un projet économique, ce que vous disiez sur la croissance, sur l'innovation et tout ça. Bon, mais on sait bien, il faut de l'argent. Vous avez cité le chiffre du rapport Pisani-Ferry. Bon, lorsque Emmanuel Macron dit dès cette année, on va mettre 700 millions sur 13 RER, 700 millions, ça peut paraître beaucoup, mais construire 13 réseaux RER dans les métropoles françaises, à l'arrivée, la facture, elle sera plus importante que ça. Donc, il faudra bien un jour que les financements arrivent. On voit bien, et on rejoint ce que vous disiez aussi sur la préparation du budget, on est un peu à l'os en termes de finances publiques. Donc, il faudra bien trouver des moyens. Est-ce que ce sera par des financements privés ou autres? Mais il faudra bien trouver le moyen de faire ça. Et donc, lorsqu'il faudra mettre de l'argent en pot, c'est l'argent qui ne sera pas consacré à autre chose. Et voilà, et donc on va être dans les éternelles contradictions françaises. Alors, il y en a une qui attend, un peu comme Ramina Grobis, pour les champs, les babines, c'est Marine Le Pen. Elle était ce matin sur France Inter, écoutez-la. Avez-vous entendu comment ils financent cette planification? Le problème, c'est que les prix aujourd'hui sont fixés par l'Union européenne. Et ils sont évidemment considérablement plus chers que nos prix de production. Donc la vraie question qu'il faut poser à Emmanuel Macron, c'est souhaite-t-il sortir du système de tarification européen de l'électricité, oui ou non? Nous le réclamons depuis des mois. Et depuis des mois, il refuse de le faire, mettant les Français dans une situation qui est aujourd'hui insupportable pour nombre d'entre eux. Alors, les vraies questions qu'on va poser à Paul Lobaché, c'est simple, il y en a deux. Est-ce que Marine Le Pen, est-ce que le RN, globalement, peut profiter d'un mécontentement qu'on sent chez les Français sur, forcément, les impôts vont augmenter, forcément, il y a des contraintes. Véronique Reilsout l'évoquait, j'ai ma voiture, on m'a encouragé à prendre une voiture diesel, et maintenant on me dit, non, elle pollue, c'est pas bien, il faut prendre une voiture électrique qui coûte beaucoup plus cher. Et deux, concrètement, c'est quoi la stratégie du RN vis-à-vis de l'écologie? Alors, il y a plusieurs choses. C'est très intéressant, en fait, cette séquence. L'intuition est de dire que oui, Marine Le Pen peut profiter d'un mécontentement. Parce que c'est du parisianisme, c'est des décisions centralisées, il y a un peu de mépris social. Ceux qui peuvent ne pas prendre la voiture, ce sont des gens qui vivent en ville et qui gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils peuvent faire d'autres choses. Et donc, par contre, dans la campagne, dans les zones périphériques, il faut prendre sa voiture, il n'y a pas d'autre choix. Il y a des proches de Marine Le Pen qui reviennent un peu sur les élections européennes de 2019. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, qui a beaucoup occupé la campagne. Et le résultat de Jordan Bardella, qui était tête de liste en 2019, était autour de 23%. Juste devant la liste de Renaissance menée par Nathalie Loiseau. Et pour des proches de Marine Le Pen, ce n'était pas assez. Ce n'était pas un score assez fort, alors qu'il y a eu, pendant des dizaines de week-ends et des dizaines de semaines, des Français qui ont manifesté devant des ronds-points. Il y a eu des manifestations assez violentes aussi à Paris. Donc il y a eu un mécontentement qui s'est après transformé parfois en des mouvements un peu autres que le mouvement d'origine, qui était antifiscal. Et donc ils se disent, mais est-ce qu'on a raté le coche? Donc l'idée intuitive de dire que toute l'action sur la planification écologique et sur la transition, où il y a une réelle fracture géographique entre ceux qui vivent en ville et dans les zones urbaines très denses et ceux qui vivent à la périphérie, en réalité, va profiter à Marine Le Pen. Oui, mais il faut travailler dessus. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut arriver maintenant, l'entourage de Le Pen se dit, on ne peut pas juste s'asseoir et attendre que les votes arrivent, sachant qu'en fait, en réalité, en 2019, les votes ne sont pas arrivés. Ils sont soit allés dans l'abstention, soit un peu chez nous, ou soit ailleurs, dans des listes marginales type Florian Philippot ou Asselineau. Et donc, il faut qu'ils aient un travail. Et donc, ça veut dire arriver à proposer un projet écologique qui corresponde à la vision qu'a Marine Le Pen et le RN de l'industrie dans le pays, et surtout ne pas rater le coche. Parce que ce qui angoisse un petit peu les stratèges frontistes, c'est de se dire, il y a une jeunesse qui est très très préoccupés par la question environnementale et écologique, et deux, que vont penser les classes populaires de l'écologie dans quelques années. Marine Le Pen, elle a compris une chose en 2022, c'est qu'elle a pu résister et être au second tour, résister à la poussée de Zemmour et être au second tour face à Macron, parce que grâce à son ancrage dans les classes populaires. C'est un ancrage qui était très très long à construire.
Et si elle rate le coche d'une question importante qui va se poser l'électorat populaire d'ici 5 ans, 10 ans, sur la question écologique, et ben c'est quelque chose qu'elle va devoir avoir du mal à rattraper et que quelqu'un d'autre peut profiter. Je ne sais pas qui, mais pour l'instant c'est assez hypothétique. Mais voilà, c'est donc il y a une envie d'anticipation. Il y a une réflexion stratégique autour de cette question. De se dire, il ne faut pas être anti-écolo parce que il y a une génération qui arrive qui l'est beaucoup plus que n'importe quelle autre génération et qui est en plus très critique par rapport à ses aînés sur l'inaction environnementale. Et c'est quelque chose qui est partagé de manière transpartisane. Moi, je parlais avec un proche de Bardella qui voit arriver dans les jeunes au RNJ, qui est donc la formation jeunesse du RN, des jeunes qui sont extrêmement politisés sur l'environnement et qui ne comprennent pas pourquoi Marine Le Pen ne dit rien là-dessus. Et pourquoi Jordan Bardella ne dit rien là-dessus. Ouais. Il y a, et donc voilà, et donc les proches, ils se disent qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit proposer. Alors ils ont un discours très structuré sur le nucléaire, mais c'est pas suffisant. Ils ont un discours de protection de la voiture, mais est-ce que c'est écolo ? C'est un peu compliqué. Et donc voilà, donc là il y a un réel chantier intellectuel, idéologique sur savoir quelle est la doctrine frontiste sur l'écologie. Ce qui est clair, c'est que c'est toujours intéressant de regarder ce que disaient les militants et de les ranger. Aucun militant n'associe le Rassemblement national à l'écologie. Et les jeunes posent tout le temps des questions en disant le nucléaire, c'est dans le fond même plus vraiment un sujet d'environnement pour eux. Leur sujet, c'est par rapport aux animaux sauvages, à la flore, les fameuses bassines, les méga-bassines. Il y a eu plein de débats sur les forums de patriotes. En fait, on voit bien qu'il y a une génération qui se pose des questions et le Rassemblement national n'a pas pris position et ils sont un peu embêtés en soi, sachant que les militants, par essence, quels qu'ils soient de quelque parti que ce soit, répètent toujours la réalité d'une parole qui a été validée et là, il n'y a pas de parole validée. Question peut-être évidemment un peu difficile, mais on sait que le mouvement des Gilets jaunes a démarré sur une augmentation de l'essence liée à la taxe carbone, qui a mis le feu aux poudres, justement, dans cette France périphérique, avec des gens qui disaient « je ne peux plus m'en sortir ». Aujourd'hui, on a des prix de l'essence qui sont bien plus élevés qu'à l'époque. Est-ce que on sent, dans les réseaux, quelque chose de ce type de grogne qui pourrait éclater? C'est pas le même type de grogne, mais beaucoup d'inquiétudes. Des questions sur la fameuse vente à perte. Vous disiez, les chefs d'entreprise, les Français trouvaient ça ridicule. Ridicule d'abord parce qu'il y avait beaucoup de témoignages, entre autres sur Facebook, de gens qui disaient moi, quand vous avez une voiture qui est assez ancienne, vous avez besoin de la faire réparer sans partir à la concession. Et donc le petit garage pas loin de chez vous qui vit avec un peu de l'essence vendue à la pompe, ça ne marche pas, il va fermer s'il est obligé de vendre à perte. Donc il y avait beaucoup de témoignages de soutien. Vendre sans marge, c'est déjà un peu mieux, mais globalement, il y a plein de gens qui se posent la question des taxes, et ça, c'est quelque chose qui monte, sachant que pendant les Gilets jaunes, les Français ont découvert qu'avec l'essence, il y avait des taxes sur des taxes. Il y avait quand même beaucoup de choses qui avaient été décortiquées. On prend souvent les Français pour des abrutis, je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont quand même une capacité à partager des informations au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc là, il se pose beaucoup de questions sur les taxes flottantes et la réalité de... Voilà. Donc ça remonte, donc ça rejoint le sujet dont on va parler de financement. Mais ça, c'est une réalité. Et après, là où elle a raison, Marine Le Pen, dans le petit passage que vous avez montré, les Français se posent des questions sur la réalité de comment on va faire pour faire en sorte que les prix, en particulier de l'essence, n'augmente pas et n'explose pas. Et puis on sent aussi quelque chose qui monte de plus en plus, alors c'est plutôt un signal montant qu'un signal fort, autour de la réalité de est-ce que c'est l'électricité la vraie solution ? Et ça m'a frappé parce que j'ai vu plein de messages justement au moment de l'essence vendue à perte, où les gens disaient mais en fait il y a d'autres solutions sans tuer les petites... Les petits garages qui permettraient de conserver la même organisation, le même moyen de distribution avec de l'hydrogène, avec d'autres types de mélanges. Enfin bref, les Français se posent plein de questions bien au-delà de ce qu'on essaye de leur donner. Et l'électrique, est pas forcément, même chez les jeunes d'ailleurs, n'est pas forcément toujours vu comme la solution. Il y a un point, Henri, qui me paraît difficile pour l'exécutif dans son ensemble, c'est de préserver la cohérence de sa vision. On l'a vu avec cette fameuse aide pour l'essence. Le gouvernement tient un discours, dire voilà, la politique du chèque c'est fini, il faut s'habituer à un pétrole cher et c'est la solution elle n'est pas là. Bon, mais il n'empêche que lorsqu'il finit, il faut bien trouver une solution.
Alors, bien sûr, ils n'appellent pas ça un chèque. On explique que c'est une indemnité, que c'est pas un chèque. Bon, enfin, voilà, on a bien compris. C'est quand même l'État qui va devoir. Donc, c'est ça. ils ont obligé de faire une concession par rapport à leur vision, qui par ailleurs aurait pu se défendre. Et l'autre point, c'est effectivement par rapport à la fixation du prix de l'électricité. Hier, Macron a eu cette phrase un peu sibylline sur retrouver la maîtrise. Alors, je ne sais plus quelle est la prix de l'électricité. mais c'est bon. Or, depuis le début, notamment Marine Le Pen dit il faut sortir de la fixation par l'Europe du prix de l'électricité. Et depuis le début, tout le gouvernement dit mais enfin, ils ne comprennent rien, c'est de la démagogie, c'est du populisme, etc. Bon. Peut-être, l'une des deux réponses est peut-être juste, je ne suis pas là pour trancher entre les deux, mais il y a un discours très entier, presque arrogant pour dire, vos solutions débiles, elles ne tiennent pas. Et là, quand même, la phrase de Macron va quand même dans le sens de dire, bah oui, ce mécanisme fixé au niveau européen, il nous gêne un peu. Faut qu'on trouve peut-être le moyen de le contourner, d'en sortir. Je crois que c'est l'Espagne et le Portugal qu'on négocie avec la Commission européenne une sortie, certes provisoire, certes négociée, mais quand même une sortie de ce mécanisme européen. Donc c'est difficile d'envoyer au plot des partis en disant vous êtes que des populistes, alors qu'on voit bien que le moment venu, il n'y aura peut-être pas d'autre solution. On finit par y arriver. Que d'arriver à ça. Sur l'électricité, le débat est extrêmement compliqué parce qu'il faut rappeler qu'aujourd'hui, EDF appartient à 100% à l'État français. Donc il y a cette volonté de dire à EDF, voilà, là il y a une bataille en fait qui s'est engagée entre le ministère de l'économie et Luc Rémont, qui est le patron d'EDF, sur, au début, il y avait cette idée d'un prix plancher qui commence un peu à être abandonné. On essaye d'avoir un juste prix, on essaie d'avoir un juste prix. Et pour autant, il faut quand même rappeler aussi que EDF est l'une des entreprises les plus endettées d'Europe. Donc l'idée, c'est pas non plus de ruiner EDF, qui par ailleurs doit investir sur la transition écologique. Donc vous parliez de subtilité, de contradictions énormes sur ces débats. Celui-là en est un. Et aussi la grande question sur EDF, c'est est-ce qu'on le considère toujours demain comme une entreprise française qui du coup a des impératifs économiques au niveau de sa dette et qui espère faire des marges, ou est-ce qu'on assume à 100% qu'on a en fait nationalisé l'entreprise, ce qui n'est pas, si je ne me trompe pas, ce qui n'est pas dit à proprement parler. On parle de l'État qui est devenu le seul actionnaire, mais on ne parle pas de nationalisation. Donc, ces débats aussi sont très intéressants.